Bonjour, les titres de cette édition. L'UEMOA revisite sa politique monétaire. Selon le rapport, les perspectives pour 2012 pourront être revues à la hausse à l'issue de la rencontre qui se tient en ce moment. Mitt Romney fait la course en tête à l'issue du Super Tuesday de ce mardi. Il vient de remporter 6 sur les 13 États en jeu, mais la marge est encore faible pour lui. Au même moment, Nicolas Sarkozy a fait son mea culpa dans son premier débat télévisé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette principale édition de la mi-journée. Il n'y aura pas d'année blanche au Sénégal. C'est la principale déclaration faite par le ministre de l'Éducation, Kalidou Diallo. C'était au cours d'un point de presse qu'il a tenu. Kalidou Diallo a tout de même reconnu certaines perturbations et préconise un certain nombre de mesures pour sauver l'année. Mortal Diop. Face à la presse, Kalidou Diallo a dès l'entame de son propos fait une précision de taille. Il n'y aura pas d'année blanche. Le ministre de l'Éducation reconnaît l'existence d'une crise scolaire, mais cela ne peut pas déboucher sur une année blanche. Au total, on peut dire que c'est vrai que la situation est perturbée, mais elle n'est pas bloquée. Et on ne peut pas parler d'année blanche. Voici la recette proposée par Kalidou Diallo face à cette menace d'une année blanche. Ce qu'on peut envisager, si, après mon appel tout à l'heure, le syndicat a décidé de reprendre, on pourrait envisager le report des examens, et bien sûr entre août et septembre, et selon les analyses qu'on fera ensemble, avec mes services. Si les perturbations se poursuivent, une partie des candidats pourrait composer pour les prochains examens à date échue. Les autres vont être reprogrammés dans une session spéciale. Pour lui, ce contexte d'entre-deux tours d'une élection présidentielle n'est pas un moment indiqué pour signer des accords ou des engagements. Dans beaucoup de pays, à quelques semaines des élections générales, aucun gouvernement n'ose prendre des engagements. Aucun. À plus forte raison, dans des élections en 2 tours. Alors, le ministre qui négocie, que ce soit l'éducation, que ce soit les finances, mais quel pouvoir, quelle légitimité il a pour pouvoir négocier? Pour conclure, le ministre a invité tous les acteurs à se mobiliser pour un respect du droit à l'éducation et aux enseignants. Il demande de faire preuve de dépassement pour décanter la situation. Mortal Diop, la politique macroéconomique des États membres de l'UEMOA passée en revue. C'était à l'occasion de l'examen du rapport sur la politique monétaire de l'UEMOA. Les perspectives pour 2012 pourraient être réévaluées. C'est ce que nous dit Aramda. La crise des dettes persiste. Les institutions mondiales prennent leurs responsabilités. Le FMI a déjà revu à la baisse les perspectives de croissance mondiale pour 2012. Elles sont désormais attendues à 3,3% au lieu de 4%. Au stade régional, la révision touche également l'UEMOA. Le taux de progression du PIB réel qui était prévu à 6,4% serait désormais autour de 6,1%. En effet, les pays de l'Union ont enregistré de mauvais résultats au cours de la campagne 2011-2012, en particulier dans le Sahel, et le déficit céréalier est estimé à environ 3 millions de tonnes, faisant courir des risques d'insécurité alimentaire dans les pays les plus affectés. Sur cette question de sécurité alimentaire, un comité ad hoc a été mis en place par les autorités de l'Union. Pour la présente session, le CPM devra dégager d'autres mesures appropriées pour soutenir les économies de l'UEMOA. Au cours de cette session, nous aurons à examiner le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA, élaboré par les services de la BCEAO comme à l'accoutumée. Ce rapport passe en revue l'évolution récente de la situation macroéconomique des États et réévalue les perspectives pour 2012. Il met à notre disposition des éléments de repère pour prendre les décisions qui conforteront la stabilité des prix et permettront à la politique monétaire de concourir à la réalisation des objectifs de croissance économique. Les conclusions des travaux du comité de politique monétaire sont attendues par les États membres. Cette session ordinaire est la première de l'année 2012.
Journée de la femme ce 8 mars, une femme de l'administration territoriale se prononce sur le thème retenu cette année. Ce thème porte sur l'autonomisation de la femme rurale. Viviane Bampati Sarr dos Santos, la première femme préfet du Sénégal, juge que ce thème pourra corriger certaines distorsions. Elle était l'invitée de l'émission matinale de la RTS. Kenkeliba, nous l'écoutons. Un jour pour célébrer la femme, je pense que tous les jours devraient être célébrés. Nous célébrons tous les jours. Nous n'attendons pas que les femmes, les hommes nous célèbrent. Je crois que dans notre vie quotidienne déjà, quelque part nous célébrons la femme. Maintenant, la journée internationale de la femme, je pense que c'est surtout un moment pour nous, pour rendre hommage éventuellement aux femmes, aux générations qui nous ont précédés. Parce que les femmes de ma génération et celles qui sont un petit peu plus jeunes trouvent tout à fait normal les cursus qu'elles ont vécus, les postes qu'elles occupent. Mais il est important qu'on se rappelle que c'est le fruit quand même de combat, c'est le fruit de luttes qui ont été menées par les générations précédentes. Et je pense que pour moi, en tout cas, la journée du 8 mars, c'est un hommage, c'est un moment au cours duquel on doit peut-être célébrer ces générations de femmes qui se sont battues, qui ont fait en sorte que la femme soit acteur à part entière de la société. Et le second élément qui me semble important dans le symbole du 8 mars, c'est peut-être un prétexte pour voir au moment où nous sommes dans la société sénégalaise, les spécificités, le contexte actuel, ce que nous devons poser comme acte pour faire en sorte que nos sœurs, qui n'ont peut-être pas eu les mêmes chances que nous, qu'elles puissent accéder qu'elles puissent être mieux intégrées dans la société. Et je me suis rendu compte hier d'ailleurs à suivre un de vos plateaux que le thème de cette année était relatif à l'autonomisation des femmes dans le monde rural. Et je pense que c'est là où il faut encore se battre. Les femmes des villes, des zones urbaines sont en avance par rapport à l'autonomisation et tout. Et je pense que le 8 mars au Sénégal doit être un prétexte pour voir là où il y a encore des distorsions par rapport à la situation de la femme, pour voir quels sont les actes qui peuvent être posés. Et maintenant, le côté folklorique, ça carrément, je pense qu'il faut le mettre en berne et aller vers la réflexion. C'était donc Viviane Bampasi dos Santos au micro de nos collègues de Kenkeliba. Coup d'envoi du second tour de l'élection présidentielle avec la proclamation des résultats définitifs par le Conseil constitutionnel hier. Abdoulaye Wade et Macky Sall sont les deux candidats admis à concourir pour ce second tour de l'élection présidentielle. Un second tour prévu le 25 mars prochain. Les résultats validés hier par le Conseil constitutionnel confirment pour l'essentiel ceux déjà proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Je vous propose de réécouter Maître Marème Diop, greffier en chef du Conseil constitutionnel. Article 1er. Les requêtes présentées par le candidat Abdoulaye Wade sont recevables. Au fond, article 2. Les requêtes du candidat Abdoulaye Wade sont rejetées. Article 3. Les résultats définitifs du premier tour du scrutin de l'élection du président de la République du 26 février 2012 s'établissent en conséquence comme suit. Électeurs inscrits 5 302 349. Nombre de votants 2 735 135. Bulletins nuls 28 346. Suffrages exprimés 2 706 789. Majorité absolue 1 353 395. Ont obtenu Moustapha Niasse 357 330, soit 13,20%. Macky Sall 719 367, soit 26,58%. Idrissa Seck 212 853, soit 7,86%. Abdoulaye Wade 942 327, soit 34,81%. Mor Dieng 11 402, soit 0,42%.
Cheikh Tidiane Gadio, 26 655, soit 0,98%. Cheikh Mamadou Abiboulaye Dieye, 52 196, soit 1,93%. Doudou Ndoye, 4 566, soit 0,17%. Djibril Ngom, 10 207, soit 0,38%. Ibrahim Fall, 48 972, soit 1,81%. Ousmane Tanor Dien, 305 924, soit 11,30%. Djouma Diakhaté, 3 354, soit 0,12%. Oumar Assimiou Dia, 6 469, soit 0,24%. Amsatou Sow Sidibé, 5 167, soit 0,19%. Article 4. Aucun candidat n'ayant obtenu la majorité absolue au premier tour, le deuxième tour du scrutin de l'élection présidentielle aura lieu le dimanche 25 mars 2012 en application de l'article 33 de la Constitution. Article 5. Le candidat Abdoulaye Wade et le candidat Macky Sall, arrivés en tête au premier tour, sont admis à se présenter au second tour conformément à l'article 33 de la Constitution. Article 6. La présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée sans délai au journal officiel. Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 6 mars 2012, à laquelle siégeait M. Cheikh Tidiane Diakhaté, président, Isaac Yankhoba Ndiaye, vice-président, Siri Kondi Diallo, membre, Chimère Malik Diouf, membre, Mohamed Sonko, membre, avec l'assistance de Maître Marema Diop, greffier en chef. Maître Marema Diop l'a dit, les deux candidats Abdoulaye Wade et Macky Sall sont admis à concourir pour le second tour. Eh bien, ce sont deux ex-frères qui vont se faire face le 25 mars prochain. Après un long compagnonnage, Macky Sall va faire face à Abdoulaye Wade pour demander le suffrage des Sénégalais. Retour sur le parcours des deux hommes et leur compagnonnage avec Amadou Aramtia. Figure historique de la lutte pour l'instauration de la démocratie, Maître Abdoulaye Wade est le prototype même de l'homme politique engagé. Né en 1926 à Kébémer, cet avocat très versé dans la recherche du savoir présente un cursus universitaire hors du commun. Nonobstant les certificats obtenus dans différentes facultés, il est titulaire d'un doctorat en droit et sciences économiques. C'est en 1973 qu'Abdoulaye Wade débute sa carrière politique à Kébémer comme responsable local de l'Union progressiste sénégalaise UPS. Un an plus tard, en 1974, il crée le Parti démocratique sénégalais et est élu député en 1978. Deux fois ministre d'État auprès du président Abdou Diouf, Wade n'en était pas moins l'opposant le plus virulent au régime PS, ce qui lui a valu d'être incarcéré avec 3 membres de son parti en 1993. Battu aux élections présidentielles de 1978, 1983, 1988 et 1993, il remporte le scrutin de 2000 et devient le 3e président de la République du Sénégal. Leader charismatique, adulé par son peuple, ce génie politique vient de passer au second tour de ce qui peut être considéré comme sa dernière équation électorale. Un second tour qui l'oppose à un jeune prodige qui s'est formé à ses côtés, qui a été son premier ministre et son numéro 2, Macky Sall. Né le 11 décembre 1961 à Fatick, cet ingénieur géologue est diplômé de l'Institut supérieur de la Terre de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Motivé et ambitieux, il poursuit sa formation à l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs ENSPM de l'Institut français du pétrole IFP. Son parcours politique a réellement commencé à l'université où il se forme dans des schémas de gauche avec les marxistes-léninistes. Dès 1983, il s'oppose au Parti socialiste et s'engage aux côtés de la figure emblématique de l'opposition, Maître Abdoulaye Wade. Président des cadres du PDS, il fut nommé en 2000 directeur général de Petrosen. En 2001,
Il devient ministre des Mines et de l'Énergie. En 2003, il est nommé ministre de l'Intérieur et porte-parole du gouvernement. Peint comme un homme de rigueur et d'intelligence, il atterrit à la station primatoriale en avril 2004. Ce riche parcours politique est complété le 20 juin 2007. Macky Sall est élu président de l'Assemblée nationale. Le Parlement qu'il quitte après un bras de fer qu'il a opposé à ses anciens frères de parti. En novembre 2008, dans une déclaration solennelle, il annonce sa démission du PDS et de tous les postes électifs acquis sous cette étiquette. Le 1er décembre 2008, il crée l'Alliance pour la République APR, son parti qui, après 3 ans d'existence, le propulse dans le deuxième tour d'une élection convoitée et qui le met en face de son ancien mentor. Un scrutin que le seul peuple souverain et arbitre et tranchera le 25 mars. Amadou Aramcham, Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall au second tour n'a pas été la seule grande révélation de cette élection présidentielle du 26 février. Toutes les inquiétudes ont également été dissipées lors de ce scrutin. Le Sénégal a ainsi confirmé son statut de porte-étendard de la démocratie. Mais pour cette élection, la demande sociale sera une question prioritaire pour les deux candidats. Retour sur les grandes priorités de cette élection avec ce commentaire de Cheikh Bamba Gueye. Qui l'eût cru, il y a juste moins de 4 ans que Macky Sall se retrouverait au second tour de la présidentielle 2012 face à Maître Abdoulaye Wade. C'est la plus grosse surprise révélée par le scrutin du premier tour qui dessine une recomposition du paysage politique. L'ascension fulgurante de Macky Sall ne passe pas inaperçue de 2001 à 2008. Ministre de l'Énergie, ministre de l'Intérieur, Premier ministre en avril 2004, directeur de campagne auréolé d'une victoire au premier tour de la présidentielle 2007, remportée haut la main par Maître Abdoulaye Wade. Président de l'Assemblée nationale la même année, puis arrive la disgrâce. En novembre 2008, il quitte le navire bleu. Mais l'on est sur le terrain politique où il n'y a pas d'état d'âme. Dans la perspective d'un second tour entre Wade et Macky, d'autant que les deux candidats semblent résolus à s'affronter dans un débat télévisé où les promesses seront déterminantes et dont la concrétisation permettra de satisfaire la demande sociale, diminuer le chômage et régler la question énergétique. Et des enseignements du premier tour, il y en a beaucoup, comme le spectre du chaos qui s'est éloigné des frontières du Sénégal grâce à la maturité de sa classe politique. Et quid du fichier électoral? Le Sénégal conserve son statut de pays qui renforce les nouvelles tendances de normalisation du processus électoral. Leçon sue en 2000, appliquée en 2007 et révisée en 2012, où ce soir du 26 février, l'on a compté des bulletins de vote et non des morts. De l'issue d'un second tour apaisé dans l'organisation, la participation et le déroulement dépend de notre position sur les processus électoraux en Afrique. En tout cas, la réussite de cette étape serait une confirmation de ce qu'on peut appeler l'exception sénégalaise, tout simplement. Merci, cher Bamba Gueye. Toujours dans ce volet élection, le programme des Nations Unies pour le développement réitère son engagement à accompagner la RTS dans l'exécution de sa mission de service public. À cet effet, le représentant résident du PNUD à Dakar est venu à la rencontre de la direction générale afin d'échanger sur le soutien apporté par son organisation pour la couverture de la campagne et du scrutin du 26 février. N'est-ce pas, Ramda? Ce chèque de 15 millions de francs CFA a déjà été encaissé par la RTS. Il a été offert par un partenaire de très longue date, le PNUD en l'occurrence. Ce démembrement du système des Nations Unies a ainsi fortement contribué à la couverture des 21 jours de campagne du premier tour. Si nous avons pu jouer notre partition, madame, comme il le fallait, si nous avons été félicités par les différents candidats qui étaient en course dans cette élection présidentielle, nous vous devons certainement dans une grande part. Parce que c'est vrai que pour, disons, jouer son rôle en démocratie, il faut un respect des textes scrupuleux, mais il faut également des moyens. Si nous avons pu suivre les candidats à travers le pays, l'ensemble des 14 candidats, avec les véhicules qu'il fallait, les caméras qu'il fallait, il y a eu un soutien de l'État, mais il y a également eu vous, partenaires de l'État. C'est grâce donc aux Nations Unies que nous avons pu avoir suffisamment de cassettes pour
enregistrer l'ensemble des discours des candidats. Pour justifier le choix porté sur la RTS, le représentant résident convoque le professionnalisme et l'expertise de la chaîne. Le choix de la RTS n'est pas fortuit. La RTS, nous l'avons choisi parce que c'est un partenaire de longue date et compte tenu également du professionnalisme de votre institution, nous avons estimé que l'appui qu'on pourrait apporter dans ce processus électoral pourrait bien passer par vous. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir la réaction des candidats. Toutes les félicitations que la RTS a eues, je pense, comme vous l'avez si bien dit, nous partageons ça également. Et je pense que le fait d'avoir fait ce geste dénote encore une fois l'engagement que nous avons pour la démocratie et surtout de voir ce pays pouvoir conserver cette tradition qui est reconnue mondialement. Et je peux dire qu'aujourd'hui, les Sénégalais ont fait preuve de maturité et de sagesse. La page du premier tour étant tournée, la RTS devra s'investir dans celle du second. Pour la direction générale, il s'agira de se maintenir dans cette dynamique pour satisfaire les deux candidats. Merci Aranda. Ce communiqué du CNRA avant de poursuivre ce journal en application des dispositions de l'article 8 de la loi numéro 2006-04 du 4 janvier 2006 relative à la fixation du nombre, de la durée, des horaires ainsi que des modalités de réalisation de l'émission quotidienne de propagande électorale dite journal de la campagne diffusée par le service public de l'audiovisuel réservé aux candidats pour le second tour de la présidentielle. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel invite les candidats à communiquer à la RTS, chacun à la RTS avec ampliation au CNRA une liste de 2 mandataires, un titulaire et un suppléant. Ces mandataires sont seuls habilités à remplir et à signer les fiches de montage des images filmées lors des meetings et autres manifestations couvertes par le service public de l'audiovisuel. Pour l'Assemblée du CNRA, signé la présidente. Ce communiqué qui rappelle qu'en vue du tirage au sort de l'ordre de passage des candidats à l'émission légale de service public de l'audiovisuel dite le journal de la campagne pour le second tour de la présidentielle de 2012, le CNRA invite les mandataires des candidats ainsi que la presse nationale et internationale à cette cérémonie prévue le jeudi 8 mars 2012 à 11h au siège de l'organe de régulation de l'audiovisuel. Ce communiqué est également signé de la présidente du CNRA. Toujours en élection, mais hors de chez nous, aux États-Unis, les républicains cherchent encore un challenger pour faire face à Barack Obama après le Super Tuesday d'hier. Sur les 13 États qui ont été mis en compétition, Mitt Romney a remporté les 6, suivi de Rick Santorum avec 3 victoires. Romney fait déjà la course en tête, mais encore avec une très légère avance. Dans les QG républicains, la soirée a été longue, surtout dans ceux de l'Ohio, État crucial sans lequel aucun républicain n'a jamais pu être élu à la Maison-Blanche. L'Ohio, le favori Mitt Romney, l'a remporté, mais d'un cheveu seulement, face à son rival Rick Santorum, 38% des voix contre 37. Courte avance qui reflète les divisions du camp républicain qui a du mal à se décider entre le candidat mormon modéré et le chrétien conservateur. Votre soutien signifie énormément pour Anne et moi, et je ne vais pas vous laisser tomber. Je vais aller décrocher cette nomination. Nous sommes toujours dans la course, pas parce que je veux être l'homme le plus puissant de ce pays, mais parce que je veux absolument vous rendre le pouvoir, à vous. Dans ce super mardi qui a mobilisé 10 États du pays, le vieux loup Newt Gingrich a gagné dans son fief de Géorgie. C'est le 2e État qui le plébiscite et manifestement, il compte bien rester un adversaire de taille. Je vais être clair. Je crois que je suis le candidat capable de débattre avec le président Obama. Pour l'heure, le camp démocrate se régale des divisions républicaines, mais il reste encore 26 primaires et caucus d'ici le mois d'août, quand la convention du parti se réunira pour désigner qui affrontera Barack Obama.
Se prépare également pour ces élections et Nicolas Sarkozy est candidat. Il a fait son premier débat télévisé hier face à Laurent Fabius. Le président a reconnu certaines de ses erreurs durant ce mandat. Il compte également réduire de moitié le taux d'immigration. Nicolas Sarkozy a reproché également à son principal adversaire François Hollande son manque d'expérience. Ce dernier a immédiatement répliqué en qualifiant ses propos du président d'insensés. C'était une soirée clé pour le président candidat. Premier réflexe, le mea culpa, Nicolas Sarkozy se livre et promet de ne plus faire les mêmes erreurs. Où irez-vous fêter votre victoire? Alors, si victoire il y a, cette fois-ci j'ai une famille solide. Et je sais où je pourrais aller la fêter, cette victoire, avec ceux que j'aime. Puis vient le temps des propositions. Le candidat récuse un virage à droite, mais fait de la réduction de l'immigration une priorité. Quel Front National? Je considère que pour relancer dans de bonnes conditions l'intégration, il faut diviser par 2 le nombre de gens que nous accueillons. Comment? En instaurant un examen au titre de séjour notamment. Autre point fort, réduire le nombre de bénéficiaires des minima sociaux. Au lieu que le RSA soit comme ça accordé à vie pour certains, tous les 18 mois, il y aura une évaluation, et en fonction des efforts que feront les uns et les autres, on poursuivra les formations, recherche d'emploi. Il reste puis une proposition inédite, une nouvelle taxe pour tenter de combler le déficit public. Nous allons créer un impôt sur les bénéfices minimum pour les grands groupes en France. Défi relevé pour le candidat Sarkozy. En 3h20 d'émission, même le tant attendu débat avec Laurent Fabius n'a pas réussi à le déstabiliser. C'était là une synthèse du débat Nicolas Sarkozy-Laurent Fabius. Autre actualité internationale, l'aide internationale arrive progressivement à Brazzaville, 3 jours après les explosions survenues dans un dépôt de munitions. Le bilan a été revu à la hausse. Il y a plus de 200 morts et 1300 blessés, ainsi que des déplacés et ceux qui ont tout perdu. Ils sont des milliers à avoir trouvé refuge autour de cette cathédrale Notre-Dame de Brazzaville. Ils ont perdu un parent, des amis, et ils n'ont plus de toit. Dimanche, leurs maisons se sont effondrées dans les explosions du dépôt de munitions de Pila, à l'est de la capitale congolaise. Tout est rasé. Aucune case n'est habitable aujourd'hui dans le quartier. Donc je suis une famille de 12 personnes, nous n'avons plus de maison. Plus rien, plus que des ruines à Pila. Il serait 5000 en tout aujourd'hui sans abri. Et les policiers surveillent la zone, où de nombreux habitants reviennent à la recherche d'affaires personnelles sous les décombres. Vu que le secteur est c'est encore trop dangereux, il y a encore des explosifs là, qui sont encore prêts à exploser à n'importe quel moment, nous on est obligé de les demander de reculer. La situation sanitaire est aussi préoccupante. 1340 blessés dans ces explosions et les hôpitaux sont saturés. Pas assez de personnel, pas assez de lits. Une aide médicale internationale commence à arriver pour soulager les équipes soignantes congolaises. Ils ont été débordés en termes d'afflux de patients et donc leurs moyens sont débordés aussi. Des infirmières et des médecins marocains, français et 5 tonnes de matériel sont arrivés. États-Unis, Israël et Belgique doivent aussi envoyer des équipes. Il y en a besoin. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. À toutes les femmes du Sénégal, bonne fête de 8 mars en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bintawage vous retrouve à 20h pour la grande édition de la soirée. Tout de suite, Ramoboy pour le Wolof. Bon appétit à tous. Au revoir.